Salutations les amis, ici Nalturion et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes comics. Avant d'aller plus loin dans la présentation du titre d'aujourd'hui, même si la vignette, enfin la miniature du moins, et le titre vous ont déjà un petit peu donné d'indication, eh bien je voulais faire une petite parenthèse sur ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Vous le savez si vous avez vu mon post communautaire, je travaille actuellement sur la vidéo FAQ des 700 abonnés, même si à l'heure où sort cette vidéo, il doit nous en manquer 4-5, hein, donc bon, on espère que j'atteindrai ce seuil. Voilà, en tout cas je sortirai la vidéo à ce moment-là uniquement. Je travaille un petit peu là-dessus parce que vous verrez, c'est un petit format rigolo, je ferai intervenir quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne pour l'occasion, et le thème justement s'y prêtera, hein, vous le savez, ça sera sur James Bond, parce que 700 à l'envers ça fait 007, voilà. Il vous reste du temps pour poser ces questions-là, je vous le dis, parce que j'avais mis 48 heures pour pouvoir rassembler suffisamment de questions. J'en ai pas mal déjà, mais j'ai encore la place pour d'autres, et voilà, donc faites-vous plaisir sur le post communautaire, un petit commentaire, vos questions, et puis ce sera très bien. La deuxième chose, c'était donc les vidéos de l'univers Alien en comics. J'ai sorti un premier épisode que j'ai sobrement appelé épisode 0 pour mettre un petit peu les bases. J'ai fait en sorte que cette vidéo soit suffisamment exhaustive mais concise, hein, donc j'ai forcément fait l'impasse, et bien sûr des choses que je n'avais pas lues moi-même, hein, des romans que je n'avais pas lus, etc. Je remercie d'ailleurs un de mes abonnés qui m'a souligné que 3 romans existaient plutôt qualitatifs sur Alien, mais malheureusement j'ai fait l'impasse sur ces romans, donc j'allais pas vous en parler en vidéo. Je ne parle en vidéo que de ce que j'ai lu. Voilà, ou que je possède et que je compte lire dans les vidéos d'achat comics évidemment. Voilà. En tout cas, on va pouvoir poursuivre. Ces vidéos-là, une par mois, je m'y engage au minimum, comme ça on avancera sur plusieurs choses à la fois, et puis ben ça évitera de laisser des gaps temporels hallucinants entre deux épisodes de l'univers Alien, sachant qu'en plus, je ne vais pas faire que l'univers Alien en comics, il y aura d'autres sujets qui nécessiteront des playlists à part entière. Voilà. Sans plus attendre les amis, vous êtes sûrement là pour une bonne raison, à savoir la conclusion entre guillemets, vous comprendrez plus tard pourquoi, de The Nice House on the Lake, donc le tome 2 qu'on attendait ardemment, de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno. Eh bien, tout d'abord, hein, premier point positif, eh bien je me suis fait au dessin, ça y est, j'ai réussi à digérer le dessin. Comme je vous le disais déjà dans ma première vidéo, c'est très très loin d'un dessin aussi clivant que celui qu'on trouve sur The Department of Truth, du même auteur, mais pas du même dessinateur. Et toujours ce style psychédélique, etc. Mais là, non, franchement, peut-être parce que c'est un tome 2 et que je me suis déjà tapé quasiment 200 pages du tome 1 avec ce style graphique, et bien forcément la pilule est plus simple à avaler pour ce tome 2. C'est vrai, peut-être que c'est ça en fait. En tout cas, bah, j'ai trouvé qu'effectivement, vous allez peut-être rigoler de votre côté, mais ça sert effectivement le récit. Ça sert le récit. Alors, comme pour le Radiant Black tome 2, vous le savez, je risque bien sûr, c'est évident, de parler d'événements survenus dans le tome 1. Donc si vous n'avez pas lu The Nice House on the Lake, bon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous devez lire ce chef-d'œuvre, tout simplement, on va appeler ça comme il se doit. Et bah, vous le savez, je vais donc donner des révélations qui ont pu survenir dans le tome 1, pour pouvoir tout simplement parler du tome 2 sans mettre des balises spoilers dans tous les coins. Donc vous le savez, quand je sors des vidéos d'un tome 2 d'une série, il contiendra forcément des spoilers, vous êtes avertis, vous êtes là en connaissance de cause, et puis bah, je vous en remercie quand même de suivre ces vidéos-là, parce que je sais que forcément elles feront moins de vues, mais moi je m'en fous complètement de ça, je vous le dis honnêtement, je fais ce qui me fait plaisir, et j'espère vous procurer du plaisir en même temps. Alors ce tome 2, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien écoutez, le tome 1 a été un coup de cœur complet, ce tome 2 ne m'a pas laissé forcément sur ma faim, ça va être un petit peu trop lourd de dire ça, par rapport à la réalité des choses, mais ça n'a pas été évidemment un coup de cœur comme le premier a pu l'être, déjà parce que l'élément de nouveauté, de mystère, eh bien ici est complètement détruit, quoi, tout simplement, le mystère n'est plus. Là, ce qu'on attendait vraiment dans ce tome 2, c'était un petit peu les rouages de tout ça. Tout d'abord, revenons un petit peu sur les événements survenus dans ce tome 1. Eh bien Walter, lui, vous le savez, n'a rien d'un humain. C'est celui qui fait partie des fameux aliens, si on peut les appeler comme ça, qui sont venus pour une raison un peu obscure, parce que pour l'instant leur motivation c'est quoi? C'est d'avoir cramé la moitié de la Terre. Justement, ce Walter, c'est un petit peu, même carrément, la pierre angulaire de cette bande d'amis. C'est par lui que tout transite, et c'est aussi par lui que les liens se sont faits. Un tel a connu Walter, du coup, par le biais de Walter, il a pu connaître un autre groupe d'amis, et voilà, et en fait, les liens, les affiliations en fait sont toutes très différentes, et c'est pour ça aussi que j'ai trouvé encore une fois dommage que les personnages soient aussi peu identifiables. Je sais que tout le monde ne partage pas forcément ce point-là sur le récit, certains, comme l'un de mes confrères que je salue au passage, Comics du Prof, qui a fait une petite analyse sur
dans son hebdo comics, pardon, et il disait que justement lui il avait réussi un petit peu, à force de s'immerger et à force de relecture, hein, parce qu'il avait relu 2 fois le tome 1 pour l'occasion, moi je n'ai fait que refeuilleter le tome 1, eh bien il disait que effectivement il arrivait bien à distinguer tel ou tel personnage et que ça l'a vachement aidé à comprendre un petit peu les enjeux quand Walter était avec un tel ou un tel. Et moi, pour le coup, ça a été un peu plus compliqué, peut-être que je suis plus vieux, et que la mémoire me fait défaut, mais j'ai trouvé que certains personnages, c'était compliqué d'assimiler quel lien ils entretenaient avec Walter. C'est souvent très confus pour moi, sachant que le dessin, même s'il sert le récit, je trouve qu'en termes de visage, on a des choses parfois trop similaires, surtout qu'en plus, certains personnages partagent un prénom qui est vraiment, qui a une consonance plutôt presque identique. Naya, Nora, au bout d'un moment j'ai fait putain c'est qui elle? Ah ouais d'accord, c'est qui lui? Ah ouais c'est vrai, c'est le peintre, c'est machin. Ils ont tous en plus un rôle défini dès le départ par le biais d'un symbole, hein, je l'avais déjà expliqué dans le tome 1, symbole qui a son importance, etc. Donc effectivement, pour ça en tout cas, j'ai trouvé que c'était toujours un peu complexe de bien reconnaître les personnages. Certains arrivent vraiment à se distinguer du lot, je parle par exemple de Ryan qui a une chevelure bleue, là pour le coup on se pose pas trop de questions. Ensuite je crois qu'il y a Nora qui a toujours une clope au bec et puis qui en plus avait perdu son bras dans le tome 1 mais du coup l'a récupéré entre temps par le biais de l'auto-guérison. Et justement, je fais la transition avec ça. Je trouve aussi que dans ce tome 2 c'est intéressant de voir les rouages de comment fonctionne la maison et ses environs. Encore une fois je salue Comics du Prof qui a cité quelque chose qui justement, moi, m'avait fait écho à la lecture. C'est un manga qui s'appelle Promised Neverland. C'est l'histoire de jeunes enfants qui sont dans un orphelinat, qui en fait n'en est peut-être pas vraiment un, mais j'en dirai absolument pas plus. Foncez découvrir ce manga. Je ne pensais pas parler de manga sur la chaîne, mais bon, voilà, je lis aussi des mangas très très peu, hein, mais ça c'est une des pépites qui effectivement, j'avais adoré ce manga en 20 tomes. Et j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes entre Promised Neverland et The Nice House on the Lake, en tout cas pour le quart final du tome 2, vraiment. Justement, je parle essentiellement de ce quart final du tome 2, dans tout ce que je raconte là, parce que c'est la partie que j'ai préférée. Je vais pas vous mentir, arrivé à la moitié du tome 2, je me suis dit, putain, c'est raté. C'est raté, c'est pas ça que je voulais et tout. Pourquoi ? Ça joue d'ailleurs dans la note entre guillemets que je donne à ce tome 2, hein. Ce n'est pas un coup de cœur comme le premier, ça reste très très bon bien sûr, il n'y a pas de souci, mais franchement, plus de 100 pages de ce tome 2 sur 190 ne sont que de la réédite du tome 1. Je vais donner encore une fois un exemple concret de ce que je raconte. J'ai trouvé par exemple que de réutiliser à nouveau les personnages ils se lancent à un moment donné le défi de mettre leurs limites physiques à l'extrême, en prenant des fusils d'assaut, des armes de guerre et compagnie, et en se défonçant la tronche avec, puisqu'ils voient, en fait, ils constatent que ils ont beau se couper avec des lames ou quoi que ce soit, les plaies se referment, malgré que le sang puisse jaillir, et ils ne subissent finalement que le ressenti de la douleur, mais rien d'autre. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, on a déjà vu ça dans le tome 1. Avant que Walter efface la mémoire de tout le monde, ils étaient déjà en train de péter des plombs, à essayer des armes sur eux, à essayer de se pendre, à essayer de se couper la gorge. Et je me suis dit, ok, voilà, on a à nouveau un chapitre dédié à mettons à l'épreuve notre facteur d'auto-guérison. Et d'ailleurs, Walter le dit lui-même, à un moment donné, il fait bon, je dois retourner voir nos invités parce que là, ils sont encore en train de tester leurs limites physiques. Alors, pour le coup, dans le tome 2, il y a une petite pirouette qui est faite à un moment donné, justement, en se servant de ce facteur d'auto-guérison. Et ça amène à quelque chose, à un résultat inattendu. Et j'ai trouvé que ça par contre c'était habile et intéressant. Mais le cheminement entre l'ouverture du tome 2 et le quart restant, le quart final du récit, toute cette partie-là, je suis désolé de le dire, pour moi c'est du remplissage. J'ai pas trop adhéré. J'ai trouvé d'ailleurs que ma lecture s'en trouvait même ralentie, j'ai eu beaucoup de mal à finir le tome 2, hein, je le dis, c'est pour ça que ma vidéo ne sort que maintenant. C'est un tome que j'ai laissé traîner sur ma table de chevet pendant près d'une semaine, alors que je lis entre 3-4 comics par semaine, vous voyez. J'ai des lectures que j'ai commencé après et que j'ai terminé avant, pour vous dire. Bon, néanmoins, la fin rattrape complètement tout ce que je vous dis là. Encore une fois, Walter est la pierre angulaire de tout ceci. On le voit, hein, les habitants lui demandent systématiquement
dès qu'ils ont besoin de quelque chose, enfin des besoins, des désirs plutôt, style installer un spa dans la terre d'à côté, quoi, dans le petit lopin de terre qui reste à côté de la maison, et ben voilà, c'est Walter qui s'en charge. En amont, c'est Reg, l'un des convives qui dresse les plans parce qu'il est architecte, et ensuite, eh ben, Walter, le lendemain matin, leur fournit ce qu'ils ont besoin, et il se dit que comme ça, ils vont réussir en fait à créer une harmonie, et c'est vraiment ça, finalement, les enjeux de The Nice House on the Lake, c'est la fin de l'humanité. Walter a choisi ses 10 meilleurs amis pour survivre à cette fin de l'humanité. Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce que ce sont les seuls restants de l'espèce humaine? Lisez le tome 2, et est-ce qu'ils sont encore sur Terre? Est-ce que cette maison est sur Terre? Est-ce que tout ce qui se passe là, c'est sur Terre? C'est une question parfaitement légitime. Encore une fois, lisez ce tome 2 pour en avoir une réponse. Moi j'ai trouvé franchement que le quart final rattrapait toutes les lacunes du début de l'ouverture de ce tome. Je m'attendais réellement à un tome conclusif. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que à la toute fin de ce tome, nous avons un petit encart en bas à droite qui nous dit « Fin du cycle 1 ». Je ne m'y attendais absolument pas et ça m'a fait terminer la lecture avec un bon sourire, un large sourire. Donc voilà, ça reste pour moi une œuvre exceptionnelle de cette année, vraiment, je continue de le dire. J'aimerais tellement voir la suite rapidement, parce qu'effectivement, hein, fin du cycle 1, ouais, alors quand la suite? Un tome 3 ou un nouveau tome 1 avec un titre différent? Qui sait? Je ne sais pas où James Tynion va nous emmener, ce qui est sûr, c'est que je vais le suivre. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode consacré à The Nice House on the Lake. Vous le savez, c'était la fin, normalement, de la série, mais on va parler donc maintenant de la fin d'un cycle. On a hâte d'en découvrir la suite, sachant que vraiment, le cliffhanger final avec les enjeux que ça peut donner, bah ça, franchement, ça peut être super top. Voilà, donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de lire un maximum, c'est important. Partagez vos lectures aussi avec moi ou d'autres autour de vous, hein, parce que bah, on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle, mais il faut absolument que des œuvres comme ça, eh bien, trouvent leur public, parce que c'est vraiment top de pouvoir se sortir un petit peu des lectures super-héroïques mainstream, pour aller trouver des choses comme ça, aussi extraordinaires soient-elles. Encore une fois, merci, et on se dit à très vite pour un prochain épisode sur, normalement, Alien, l'univers en comics, et la FAQ qui va sûrement arriver dans le même temps.